Étienne Chauffour, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots la mission et les principes d'action de France Urbaine ? Alors déjà, ce qu'est France Urbaine, c'est la structure qui regroupe toutes les métropoles de France, donc de Paris la plus peuplée à des moins peuplées comme Clermont-Ferrand, l'ensemble des communautés urbaines, et je crois que chez nous, la moins peuplée doit être celle du Creusot-Monceau, en Bourgogne, les grandes villes et les grandes communautés d'agglomération. On a tendance à dire le monde urbain, même si dans les métropoles, le monde urbain, ça peut comprendre, y compris, je sais pas, la métropole de Nice, 3 stations de sport d'hiver. Donc c'est aussi des villages. Alors, qui dit métropole dit mobilité. La loi d'orientation sur les mobilités est en train d'être votée, promulguée. Quelles en sont les grandes lignes et quelles modalités d'application pour les territoires ? Déjà, pour la première fois, on a eu le sentiment d'être pleinement associé à la fabrique du Noix. Et je rends hommage à Elisabeth Borne qui l'a porté parce qu'elle nous a un petit peu challengé là-dessus. On a répondu présent et on n'est pas d'accord sur tout, mais ça a été une démarche intéressante. Elle était d'autant plus légitime que globalement, les mobilités ne se mettent pas en œuvre au niveau de l'État. Elles se mettent en œuvre au niveau des territoires, que ce soit les régions pour les TER, les territoires essentiellement urbains pour les transports urbains traditionnels. Après, il y avait, à mon sens, dans cette loi, un premier enjeu, c'est évidemment qu'on soit dans les mobilités de demain et pas dans les mobilités de la dernière loi qui date des années 80. C'est évident qu'en 80, on ne parlait pas de véhicules autonomes, on ne parlait pas, de trottinettes, etc. Au-delà de ça, c'est surtout une loi qui, normalement, consacre justement la responsabilité de chacun. On ne va pas se concurrencer dans un territoire, on ne va pas considérer que dès qu'on dépasse le territoire, on devient dans l'incapacité de se déplacer. Donc c'est à la fois d'essayer de résoudre le problème des zones blanches géographiques, mais aussi zones blanches sociales, mais c'est aussi d'appréhender ce qui demain sera l'autopartage, la capacité qu'un véhicule n'ait pas qu'un seul utilisateur, de gérer des zones à faible émission, de pouvoir traiter des problèmes comme l'autosolisme, qui est quand même le sujet majeur. Donc c'est d'essayer de résoudre tout ça, et pas de manière unique, mais avec l'intelligence de chaque territoire qui s'adapte à sa situation. Et donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour les territoires là, dans l'année qui vient ? Alors dans l'année qui vient, déjà la première des décisions, ça va être de mettre en place les zones à faible émission. On attendait que la loi soit promulguée, que les décrets sortent. Donc là, pratiquement tous les territoires urbains, qu'ils soient concernés ou non d'ailleurs par un dépassement de seuil de pollution, donc vont mettre en place des zones à faible émission sans pénaliser les usages. C'est pas la question de traiter de méchant pollueur celui qui a un véhicule à gasoil, c'est de traiter ça intelligemment en fonction de la situation locale. Peut-être que la deuxième logique va être de signer des contrats opérationnels de mobilité qui vont permettre entre un territoire très urbain et un territoire plus rural, mais qui se rabat sur la métropole, de signer des conventions qui peuvent être des conventions de financement, d'usage, de mise à disposition de moyens, etc. Ça peut être, en troisième dispositif, de réfléchir à la gestion partagée des données. Les données, les masses, c'est essentiel parce que c'est à partir des données, bien sûr que l'on peut informer tous nos habitants, mais c'est également à partir des données, ça paraît tout bête, mais que l'on peut gérer de la voiture partagée. Si aujourd'hui on peut résoudre l'autosolisme, c'est parce qu'on a une donnée qui est utile, le numérique, et par ailleurs un tiers de confiance, quel que soit son nom et l'intelligence. Donc c'est tout ça, alors je pourrais le multiplier par 100 exemples, parce que chaque exemple est lié à la situation d'un territoire particulier. Donc il va falloir faire preuve de créativité. De créativité, de beaucoup d'écoute. Alors, un autre sujet fait l'actualité, c'est celui de l'inclusion et notamment tous les débats autour du revenu universel d'activité. Quelle est votre vision sur ce sujet ? Alors, notre vision, globalement, nous sommes favorables aux 2 grands principes du revenu universel d'activité. Essayer de résoudre le problème, ce que l'on appelle le non-recours, c'est-à-dire en gros 15% des Français qui devraient bénéficier d'aides sociales et qui n'en ont pas, soit parce que c'est trop compliqué, soit parce qu'il y a trop de guichets, soit parce qu'on a des dossiers à 40 pages alors qu'une seule suffirait, etc.
Donc de simplifier ça. Et deuxièmement, d'essayer d'harmoniser en ayant un traitement plus particulier, peut-être plus privilégié, pour des situations qui aujourd'hui ne sont pas réellement prises en compte. Je pense notamment aux jeunes étudiants, dont on imagine toujours qu'ils bénéficient des ressources de leurs parents, ce n'est pas obligatoirement le cas, ou des jeunes travailleurs qui ont des faibles ressources. Donc là, il y a un effort à faire. Nous sommes beaucoup, pas battus d'ailleurs, on a insisté auprès du gouvernement. Dès lors qu'on résoudrait ce problème du non-recours, qu'en gros on aurait 15% de Français en plus, ça ne peut pas se faire à budget constant. Il faut que ces 15% de Français qui rentreraient ne le fassent pas au détriment des 85% qui restent. De la même manière, s'il y a une aide aux jeunes, ça ne peut pas se faire au détriment des autres aides. Après, il reste un débat qui est un débat réellement posé et que nous posons également, c'est faut-il ou non inclure, comme l'a annoncé le président Macron, le logement dans le revenu universel d'activité. Les offices HLM, les bailleurs sociaux sont très réservés, pour ne pas dire hostiles, et on entend leurs demandes parce que peut-être qu'il y a d'autres dispositifs, et par ailleurs parce que le logement n'a pas vocation à tirer vers l'activité. Ce n'est pas au sens strict d'une aide sociale, c'est vraiment une aide au logement avec aujourd'hui ce qu'on appelle les APL, peut aider aussi bien des locataires que des propriétaires, et contrairement à ce que l'on dit, être locataire en HLM n'est pas une sorte de bonus social. Donc le planning de les prochaines étapes de cette discussion, quelles sont-elles? Alors on a encore 2 réunions de négociation la semaine prochaine, d'ailleurs 2 jours de suite sur 2 volets du revenu universel. Ensuite, on devrait avoir, je pense, d'ici la fin de l'année, une remise de l'ensemble de négociations qui se sont faites par collège, par territoire, une consultation de l'ensemble des Français. Et sur cette base-là, il y aura probablement une ou plusieurs lois, parce qu'il faudra décliner aussi bien pour le handicap que pour le minimum vieillesse, et ensuite une mise en œuvre qui, elle, en revanche, ce qui est cohérent, parce que ça va demander un traitement, y compris informatique, très important, qui se mettra en œuvre progressivement. Ce que l'on a souhaité, là aussi, c'est qu'il n'y ait pas de bug. On ne peut pas dire on va transformer, je ne sais pas, le RSA et le minimum vieillesse en RUA, et qu'en 2021, ça ne fonctionne pas. Donc si on considère que 2023 nous permet d'éviter les erreurs, les loupés ou les personnes qui seraient des trous dans la raquette, ça nous paraît sage. Étienne Chauffour, merci beaucoup. Je vous remercie également.